Avez-vous un projet d'études à l'international? Ça y est, Caution Bancaire Étudiant vous accompagne en toute tranquillité. Avec nous, faites de votre mobilité pour études à l'international une expérience sans stress. Nous simplifions les démarches administratives et mettons à disposition des étudiants des outils innovants pour la réussite de leur projet d'études à l'étranger. Nous délivrons notamment l'attestation de virement irrévocable AVI qui permet à l'étudiant de justifier ses moyens de subsistance à l'étranger. Caution Bancaire Étudiant et ses partenaires vous offrent une caution bancaire AVI express, économique, rapide et utile, un logement adapté, une assurance fiable et à moindre coût, un billet d'avion toute destination payable en plusieurs mensualités, un accompagnement pré- et post-visa, un prêt de mobilité pour études à un taux de 0%. Nos services sont rapides et impeccables, simples et soignés, sécurisés et conformes aux normes des services consulaires. Nous sommes à Lomé, à Didiolé, vont en face de la pharmacie du Point E. Téléphone 70 15 33 33 96 35 33 33. Caution bancaire étudiant. Quand réussir demeure un pur plaisir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans les joutes verbales francophones et ce soir, nous assisterons au dernier duel. Le premier portera sur l'écologie est une affaire de pays riches et le deuxième, le je doit s'effacer devant le nous. L'Assemblée est saisie ce jour sur le projet de loi intitulé Loi relative à la spécificité des responsabilités écologiques selon les niveaux de développement. Ce texte reconnaît que les efforts écologiques doivent être différenciés et que les pays en développement ne peuvent subir les mêmes obligations que les pays riches. Faut-il admettre que certains pays ne peuvent pas supporter les mêmes contraintes écologiques? Face à face, nous aurons donc Maounou Kokou qui dira oui et Tenou Mawena qui dira non. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Amani est une terre autrefois verte et riche de vie. Un coin d'Afrique où les arbres dansaient avec le vent et où les rivières murmuraient aux enfants. Un jour, des hommes sont venus d'ailleurs creuser ces sols, siphonner ses ressources et raser ses forêts. Ils ont installé leurs industries et vidé l'air de son souffle. Ils ont bâti leur richesse sur les cendres de sa terre. Et quand la fumée s'est élevée, ils lui ont dit « Tu pollues aussi, fais ta part ». Aujourd'hui, ils reviennent drapés de conscience verte. Ils parlent de sommet d'urgence climatique. Ils regardent Amani dans les yeux et lui disent « Tu dois protéger la planète, tu dois baisser tes émissions ». Mais, mesdames et messieurs, comment réparer une blessure qu'on n'a pas causée? Le bourreau écologiste ose demander à sa victime d'éteindre l'incendie qu'il a lui-même allumé. Voilà une histoire qui résume bien la triste réalité que je vais défendre en ce jour. L'écologie est une affaire de pays riches. Une loi cadre portée sur 3 axes, notamment d'abord la responsabilité écologique, ensuite l'industrialisation durable et enfin l'intégration environnementale sans en faire pour autant une priorité. Vous l'aurez compris, chère assistance, le soir n'est pas bon pour qu'on se salue, alors je passerai directement à l'essentiel. L'écologie, au sens de notre débat, est un engagement actif dans la lutte contre la pollution, le réchauffement climatique, la préservation de la biodiversité et la transition énergétique. Quant aux pays riches, ils se définissent par la Banque mondiale comme étant des pays ayant un fort taux d'industrialisation ainsi qu'une économie avancée. Honorable Modoupé, ce que nous défendons aujourd'hui n'est pas une négation de responsabilité, mais une prise de conscience. C'est d'ailleurs pourquoi je vous démontrerai d'abord que pour l'heure, nous n'avons pas encore les moyens d'entamer la transition écologique. Ensuite, que les véritables responsables du désastre climatique fuient leurs responsabilités. Et enfin, que cette cause est juste intenable. L'environnement n'est pas une affaire de quelques-uns. C'est une lutte pour la survie de tous. On disait Chico Mendes, un leader environnementaliste brésilien. Mesdames et messieurs, il est de ces questions sur lesquelles la facilité n'a point sa place. Il est de ces combats que l'on ne choisit pas, mais qui s'imposent à nous avec une gravité de la réalité. Mesdames et messieurs, lorsque la vie de toute une planète est en jeu, chaque mot est à prononcer avec la gravité de la réalité et le poids de la vérité. C'est avec la conscience de l'enjeu qu'il faut aborder la question de l'écologie. L'écologie se définit selon le Larousse
comme étant la science qui a pour objet d'étudier les relations entre les êtres vivants et leur environnement et entre ceux-ci et les autres êtres vivants. Affirmer ainsi que l'écologie est une affaire de pays riches, c'est nier une vérité essentielle. Lorsque le toit du monde prend feu, ce sont les pauvres qui brûlent en premier. Alors non, l'écologie n'est pas une affaire de pays riches. Elle est celle de nous tous, et surtout celle des pays en développement, parce que c'est ceux qui ont le plus à perdre, et donc ceux qui ont le plus de raisons d'agir. Très cher contradicteur, la majorité a souvent l'habitude d'appréhender les choses avec beaucoup d'approximation et très peu de désir de transformation. C'est pourquoi ce soir encore, il nous présente un projet de loi qui, sous couvert d'adaptation, consacre l'inaction. Un projet qui plonge la problématique écologique en la divisant. Alors non, ce projet ne doit en aucun cas être voté. Mesdames et messieurs, à ma suite, reviendra encore mon très cher contradicteur pour nous dire que pour parler d'écologie, il faut des budgets. Pour ma part, je viendrai vous démontrer par des arguments solides que pour parler de l'écologie, ce n'est pas seulement des pays riches, mais de nous tous, parce que l'urgence, elle est universelle. Que mon très cher contradicteur, quoi le contraire, soit, mais qu'il ne conduise pas tout un peuple qui n'a rien demandé dans l'erreur. Je vous remercie. Honorable Modou, j'aimerais vous entendre me dire comment prétendre sauver une planète lorsque nous peinons encore à sauver nos enfants du paludisme ou encore de la faim. Peut-on sérieusement parler de transition verte dans des pays où l'électricité elle-même reste un luxe? Honorable Modoupé, laissez-moi vous dire que lorsque nous disons que l'écologie est une affaire de pays riches, ce n'est pas une manière de fuir notre responsabilité comme vous l'avez galvaudé à ce lutrin, c'est reconnaître une vérité crue. On ne peut pas parler de véhicules électriques dans un village sans électricité. Et c'est d'ailleurs là que se fonde la première argumentation. La transition écologique est un luxe. La cause écologique, comme vous l'avez dit, est noble, j'avoue. Mais pourtant, pensez-vous que nous ayons les moyens financiers ou même techniques pour réparer les bévues causées par ces pays riches? On parle du fait que la couche d'ozone soit perforée et les personnes qui en sont principalement responsables ne s'occupent pas du problème ou pire, esquivent le problème. Mais on veut que nous réparions leur tort. Sachez, honorable Modoukpe, que le prix d'une éolienne produisant, je dis bien 3 mégawatts, écoutez-moi très bien, vaut les 5 millions d'euros, soit 3 milliards 275 millions de francs CFA. Alors imaginez toute l'Afrique et demandez-vous combien d'éoliennes il nous faudra pour toute l'Afrique, sans oublier de faire la conversion pour comprendre à quel point vous n'êtes pas du tout réaliste. En 2023, l'Union européenne a consacré plus de 270 milliards d'euros à son pacte vert. À l'inverse, des pays en Afrique comme le Mali ou le Tchad consacrent moins de 0,5% de leur budget annuel à la transition environnementale. Et tenez-vous bien, ce budget est subventionné par des aides extérieures. Mesdames et messieurs, nous en viendrons à une conclusion très simple. Si pour adopter les politiques écologiques, il nous faut nous endetter en empruntant, c'est que nous ne sommes pas financièrement suffisants pour prendre cette initiative pourtant noble. Mais là où ça fait encore plus mal, c'est lorsqu'on voit les principaux fautifs de la destruction de l'environnement être indifférents face au problème. Je reviendrai vous l'expliquer après une pause pub de 2 minutes. C'est avec le cœur blessé que j'ai écouté mon très cher contradicteur dire que l'écologie est un luxe. Très cher Maounou Junior, ces enfants qui meurent chaque jour en Somalie à cause de la sécheresse, c'est un luxe pour vous de vous en occuper. Très cher Maounou Junior, ces enfants qui meurent sous l'inondation en Bangui, c'est un luxe de vous en occuper. Mesdames et messieurs, c'est triste qu'aujourd'hui la majorité qui représente le peuple ose dire que c'est un luxe de penser à ces hommes, ces femmes qui perdent la vie tous les jours à cause du changement climatique. Mesdames et messieurs, ce n'est pas parce que le coq est le seul à chanter le matin qu'il est le seul qui réveille tout le village. Les pays pauvres et les pays en développement ont également un rôle important à jouer dans la problématique écologique, aussi bien dans la création du problème que dans la gestion de celui-ci. D'abord, dans la création du problème. Chers tous, la pauvreté oblige les gens, les nations et particulièrement les pays en développement à se livrer à des activités qui sont souvent très peu favorables pour nos terres. Nombreuses sont ces terres écologiquement faibles qui ont été soumises à des cultures intensives, au surpâturage. Résultat, l'érosion des sols. Résultat, la désertification. Prenons l'exemple de cette maman Fatimata, à 5 enfants, qui doit chaque jour se lever et parcourir des kilomètres dans une région rurale du Sahel pour aller trouper des arbres en sachant très bien que c'est dangereux. Mais entre préserver la forêt
et nourrir ses 5 enfants. Mesdames et messieurs, elle n'a pas le luxe de choisir. Non, l'urgence écologique ne doit pas attendre les pays riches. C'est maintenant. Attendre quoi? Que nos bourreaux se lèvent un beau matin pour décider d'agir? Non. Alors les pays pauvres et les pays en développement ont décidé également d'agir. Parce que non, l'urgence, c'est maintenant. Je vous remercie. L'heure est grave. Oh oui, l'heure est grave. Car nous assistons aujourd'hui à une indifférence des pays du Nord face à l'urgence climatique, pourtant coupable de la destruction de l'environnement, notamment les États-Unis et la Chine. Selon un article publié par Emmanuel Clévenot, le 29 avril 2025, s'il vous plaît, notez, à 9h51 dans le journal Reporter, en 100 jours, Trump a plongé les États-Unis dans une dystopie climatique. Selon le New York Times, Donald Trump considère la lutte contre le changement climatique comme étant un canular, une fausse information exagérée par l'Occident pour empêcher les États-Unis de s'industrialiser et d'être la puissance économique rêvée. Il a donc fait cesser tous les travaux de lutte pour la préservation de la biodiversité, la lutte contre le changement climatique, la lutte contre la montée des eaux, la lutte contre la pollution. D'ailleurs, ses voisins chinois sont du même avis et déclarent: nous ne nous refuserons pas l'industrialisation sous prétexte que l'environnement en pâtit. Selon un rapport publié le 10 octobre 2023 à minuit pile par le journal L'Équateur, un seul pays est responsable d'un tiers de la pollution mondiale, la Chine. Pourtant, mesdames et messieurs, tenez-vous bien, lors de la COP 21, la Chine a systématiquement refusé de s'engager à réduire ses émissions d'ici 2030. Elle a affirmé au contraire qu'elle augmenterait ses émissions pour continuer sa croissance et sortir son pays de la pauvreté. C'est pourquoi le premier axe de notre proposition de loi est important, l'axe juridique. Il s'agit, chers parlementaires, de mettre en place une cohorte de juristes bien aguerris, une équipe de spécialistes des questions environnementales, des experts en droit de l'environnement. Pourquoi? Pour porter plainte contre ces pays pollueurs, afin de les contraindre à procéder à des réparations dans nos pays. Car oui, comme vous l'avez dit, ce sont eux les fautifs. Ce sera le premier pas vers notre salut environnemental et nous sommes prêts à agir. Sauf si, bien sûr, l'honorable poursuive dans son laïus. Très cher contradicteur, ce n'est pas parce que les pays riches, qui selon vous polluent le plus, ont refusé d'agir que les pays pauvres et les pays en développement doivent également ne pas agir. Non, parce qu'ils subissent le plus les conséquences. Donc eux, ils sont obligés d'agir. Mesdames et messieurs, je l'ai dit plus tôt, les pays pauvres ont également un rôle à jouer dans la gestion de la problématique écologique. Et cela se fait déjà voir. En 2008, le Rwanda a pris une décision cruciale, celle de l'interdiction des sachets plastiques. Mais le Rwanda ne s'est pas arrêté là. Il a attendu jusqu'en 2019 pour étendre cette interdiction aux objets plastiques à usage unique, notamment les gobelets, les bouteilles et les couverts jetables. Résultat, le Rwanda fait partie aujourd'hui de l'un des pays les plus propres du continent. Mesdames et messieurs, cette action qu'a posée le Rwanda n'a pas nécessité des milliards venus d'un pays riche qui, du jour au lendemain, a décidé de se lever. Le Rwanda, mesdames et messieurs, n'est pas un cas isolé. Nombreux sont ces autres pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont également posé des actes concrets. Je veux parler du Sénégal. Le Sénégal qui est investi dans la Grande Muraille Verte, qui est une initiative panafricaine en vue de reboiser le Sahel, de lutter contre la désertification au Sahel. Je veux parler du Burkina Faso, qui a décidé de mettre en place une technique pour permettre l'agriculture durable. La technique du Zaï, par exemple. Je veux parler du Togo. Oui, désormais au Togo, dans les universités publiques, les sachets plastiques sont interdits. Mesdames et messieurs, ces pays ont décidé d'agir. Bien que les pays riches ont décidé de se taire, ces pays, eux, ont décidé de prendre le taureau par la queue. Très chers contradicteurs, je vous attends. Il y avait quelques mois encore, lorsque vous étiez au pouvoir, si vous tenez de tels propos, je vous aurais applaudi. Mais aujourd'hui, sachez une chose, nous n'irons pas à la 6e République, Madame Modoupe. Honorable Modoupe, je suis si euphorique de mener ce débat parlementaire avec vous parce que vous êtes une femme aussi brillante. Mais je vois que vous n'avez pas mené le débat en profondeur parce que vous restez à la surface du problème. Nous ne parlons pas du fait d'interdire des sachets plastiques. C'est un devoir élémentaire de tout citoyen de ne pas jeter des plastiques à même le sol. Mais le sujet que nous défendons aujourd'hui est aussi profond que la mer Méditerranée. Donc, s'il vous plaît, immergez-vous avec moi pour que nous puissions bien y baigner. La planète que vous vous efforcez tant de sauver est déjà perdue et arrivée à un point de non-retour. Et ce n'est pas moi qui le dis, Madame Modoupe, c'est la science. En 2023, le GIEC, Groupe d'experts intercontinental sur l'évolution du climat,
avait souligné l'absolue nécessité de réduire les émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère dès 2025, afin d'aboutir en 2050 à des émissions nettes négatives pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Mais la même année, une évaluation du Carbon Global Project jugeait déjà cet objectif inatteignable. Et ce n'est pas fini. En 2024, une autre étude montrait une sous-estimation de la vitesse du dérèglement climatique et à une accélération de celui-ci, car l'année 2024, tenez-vous bien, a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Ce constat alarmant a mené plusieurs personnalités bien informées, comme Eric Schmidt, ex-PDG de Google, d'être repris en 2025 par le Tony Blair Institute for Global Change, qui conclut que toute stratégie basée, soit sur l'élimination progressive des combustibles fossiles à court terme, soit sur la limitation de la consommation, est vouée à l'échec. En effet, même si tous les engagements climatiques sont pris avec succès et exécutés à temps, la hausse des températures moyennes mondiales atteindrait quand même les 2% degrés Celsius. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est toujours la science. Face à tout ceci, je vous attends. Monsieur Maounou Junior, en vous écoutant, je retiens que lorsqu'un enfant pleure, nous devons le laisser pleurer et ne rien faire pour lui. Donc vous avez affirmé que parce que la planète est déjà arrivée à bout, on doit la laisser et ne même plus tenter de la sauver. Quelle planète vous voulez laisser à vos enfants, très cher contradicteur? Je vous attends. L'erreur est humaine, on nous le dit souvent. Mais la persistance dans l'erreur, Monsieur Junior, c'est un choix. Et j'ai finalement compris que certains préfèrent s'asseoir confortablement dans l'erreur en croyant que la persistance et la répétition de l'incongruité la rendraient peut-être vraie, ce qui en soi est impossible. Mesdames et messieurs, ce que nous venons d'entendre n'est pas seulement une erreur d'analyse, c'est une démission maquillée en discours. Vous prétendez que ce sont les pays riches qui polluent le plus et donc eux qui doivent agir. Mais je l'ai dit, qui sont ceux qui subissent en premier les conséquences? Ce sont les pays pauvres. Mesdames et messieurs, ceux qui subissent le plus les conséquences, ce sont ces personnes qui habitent au Niger, qui doivent faire face tous les jours à la sécheresse. Ce sont ces personnes qui habitent au Sahel, qui doivent faire face au changement climatique. Ce sont ces personnes, mesdames et messieurs, à Bangui, qui doivent faire face à l'inondation. Vous prétendez que les pays riches ont l'argent, donc ils ont le luxe de se permettre l'écologie. Mes très chers contradicteurs, je vous l'ai dit, ce qui est encore plus coûteux, c'est l'inaction. Alors non, vous ne devez pas nous taire face à l'indifférence des pays riches, face à ces pays qui ont décidé d'abandonner sous prétexte que la terre a suffisamment subi et qu'elle est à bout. Non, moi je crois encore en ce monde-là que nous pouvons sauver parce que chacun d'entre nous a une responsabilité à jouer dans la quête contre le bien-être, la quête plutôt pour le bien-être de l'environnement et donc la quête pour le bien-être de tout un chacun de nous, la quête pour le bien-être de nos futurs enfants. Je vous remercie. Honora Modoupe, l'ouïe est un sens, mais l'écoute est un art. Il n'a jamais été question d'inaction, mais de responsabilisation. Et dès le départ, je l'ai clarifié, nous ne cherchons pas à fuir le problème, mais à le régler d'une autre manière. Parce que ce n'est pas parce que A plus B est égal à C que c'est la seule manière par laquelle on peut aboutir à C. Il y a différentes manières d'aboutir au même résultat. Et comme on le dit, tout chemin mène à Rome. Mesdames et messieurs, notre devoir est sans appel. Nous ne pouvons pas faire la guerre à l'écologie à l'heure actuelle, car nous avons des problèmes beaucoup plus urgents. Et qui plus est, la transition écologique, comme je l'ai dit, nous coûterait extrêmement cher. Je l'avais dit, le prix d'une éolienne produisant 3 mégawatts, mesdames et messieurs, vaut 3 milliards 275 millions de francs CFA. 3 mégawatts d'énergie. Imaginez toute l'Afrique. C'est une dépense dispendieuse que nous ne pouvons pas nous permettre à l'heure actuelle. D'ailleurs, les 3 axes que je m'en vais vous rappeler pour notre proposition de loi devraient vous convaincre à voter la loi, l'aurait dit. La loi cadre sur la responsabilité écologique, l'industrialisation durable et enfin l'intégration environnementale sans en faire une priorité. D'abord, sur la responsabilité écologique, notre mission est de faire reconnaître aux grands pollueurs, dont la Chine et les États-Unis, les désastres qu'ils causent à l'environnement et ce par voie judiciaire. Parce que c'est eux qui polluent le plus l'environnement. Tenez-vous bien, l'Afrique n'est responsable qu'à hauteur de 0,04% des émissions mondiales. Comment pouvons-nous décider de réparer des bévues que l'Occident nous cause? Sur l'industrialisation durable, nous sommes en retard, mesdames et messieurs. Nous aussi, nous devons nous développer. Si nous devons nous peiner à dire que nous devons sauver l'environnement, quand est-ce que nous allons nous développer? Nous n'avons plus le temps. Nous sommes déjà en retard, donc nous devons nous développer nous aussi.
C'est pourquoi nous allons créer des industries de transformation en intégrant depuis la base des normes de recyclage et de gestion des sachets. Sur l'intégration environnementale, des gestes simples suffiront, comme le reboisement ou l'éviction de l'abattage anarchique des arbres. C'est ça que nous défendons, madame. Donc, s'il vous plaît, avant de repasser à ceux du train, réfléchissez-y. L'Afrique n'est peut-être pas responsable, mais l'Afrique subit les conséquences des actes des pays riches. Et le représentant du peuple, votre représentant, vous demande de vous taire, de subir, d'accepter que vous enterriez vos enfants qui n'ont rien demandé, d'accepter l'inondation, d'accepter la sécheresse, d'accepter les maladies qui sont causées par la pollution. C'est vraiment dommage. Mesdames et messieurs, repensez à le changer. Très contradicteurs, ils cherchent tous. L'écologie ne connaît ni frontières, ni statut économique. Elle ne distingue ni pays riche, ni pays pauvre. Lorsque les sécheresses balaient le Sahel, ce sont les enfants affamés qui dorment le ventre vide. Des enfants très chers contradicteurs qui n'auront jamais la chance de grandir comme vous. Lorsque les marées noires noient les terres du delta au Niger, ce sont des familles entières qui boivent de l'eau souillée par la cupidité. Lorsque la famine climatique terrasse le sud du Madagascar, ce sont des paysans et des villages entiers qui apprennent à survivre avec une cuillère de sable. Alors non, nous en avons assez d'attendre que nos bourreaux se décident enfin d'agir, assez d'attendre que des destructeurs sans scrupules se transforment en sauveurs populaires. Nous en avons assez des promesses creuses sans action pendant que des gens meurent. Nos problèmes, mesdames et messieurs, nous les réglerons nous-mêmes, avec nos voix, avec notre foi et surtout avec nos moyens. Ce soir, je n'ai pas rêve. J'ai une soif. La soif de voir nos terres reverdir et nos enfants respirer. La soif de tenir tête à l'injustice, même lorsqu'elle fait mal. La soif de parler, même lorsque mon très cher contradicteur ne désire pas entendre. La soif en fait que les choses changent. Alors à tous ceux qui croient encore en ce que ce monde peut encore apporter de beau à nos enfants, à tous, je vous appelle à vous lever et à agir. Agir pour la justice. Parce que l'écologie n'est pas une affaire de pays riches, mais une affaire de justice, d'humanité et surtout une affaire de vie. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Planète commune, responsabilités différentes. Cette joute a été très dense et sans cliché. Coach, quelle a été votre lecture? Coach Raïl. Merci beaucoup, Modoupe et Junior. Félicitations pour votre débat. Les questions d'écologie et d'environnement font partie des sujets que je qualifie de sujets pas très sexy parce que c'est très difficile de débattre sur ces genres de sujets et il y a beaucoup de clivages de mon point de vue et je ne sais vraiment pas quelle dynamique tenir par rapport à ça. Mais vu qu'il y a eu débat, il y a eu des arguments qui ont été donnés. Je vais commencer donc par Junior. J'ai aimé l'énergie et surtout l'introduction que tu as commencé à dire que comment réparer une blessure que nous n'avons pas causée. Effectivement, et tu as donné des exemples au fur et à mesure, les grands pays pollueurs, ce sont les pays comme les USA, la Chine, mais qui ne veulent réellement pas prendre leurs responsabilités. Et j'ai aimé le travail de recherche par rapport à la COP21 et effectivement, lorsque cette COP-là a été adoptée, les grands pollueurs ont décidé de ne pas suivre les directives qui ont été mises dans cette COP-là. Et la structuration que tu as fait au début de ton introduction, tu l'as suivi du début à la fin par rapport à la transition écologique, la fuite de responsabilité et l'arc juridique. Et j'ai réellement apprécié. Et également les propositions que tu as faites du début à la fin de ton intervention, je l'ai apprécié. Maintenant, la question, comment est-ce que je vais l'aborder? Je n'ai pas vraiment de remarques d'amélioration à faire, mais c'est plutôt, je m'attendais à quelque chose que je n'ai pas vu, c'est la question de l'empreinte carbone. Je pense que Modoupe aurait pu mieux l'utiliser. On appelle ça le budget carbone, c'est pas un sujet très sexy. Maintenant, la question, ou bien là où j'attendais aussi Modoupe, je n'ai pas réellement vu de proposition à la fin. Elle a appelé, dit on va nourrir nos enfants avec foi, avec quelque chose, mais je n'ai pas réellement vu de proposition concrète sur
laquelle on pourra se baser en tant que pays en développement pour pouvoir faire partie de ce système écologique-là. Merci beaucoup et félicitations à vous deux. C'est un débat très agréable à regarder. Junior, Samuel, Wilfried Kokumaunu, j'ai l'impression de regarder finalement votre premier débat parce que vous étiez en équipe. Et là, c'était très intéressant de vous voir tout seul. Beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, les sourires, etc. Vous avez rendu le débat très beau à voir et j'espère que nous n'en avons pas fini avec vous. Modupe Mawena Dino. Je vais me garder de faire mes commentaires. C'est exceptionnel venant de moi, je sais, mais je vais attendre un peu d'abord. Miss Vanessa, c'est vrai que c'est surprenant. Alors, Junior, j'ai envie de vous dire waouh. Sérieusement, bravo. Ça sent la recherche, l'énergie était là. Et en fait, il y avait même un enthousiasme qui était très entraînant. À chaque fois que vous leviez, vous aviez un sourire qui entraînait et en fait, qui donnait envie de vous suivre, de vous écouter jusqu'au bout. Les arguments aussi étaient bien, ça sentait la recherche, comme j'ai dit, et bravo encore. Modupe, très beau texte, mais c'était difficile de vous suivre à cause de votre voix qui baissait énormément. Votre voix, quand elle doit monter, elle monte très bien. Je suis d'accord qu'il faut jouer de la voix. Votre voix, quand elle doit monter, elle monte très bien et c'est agréable. Mais quand vous devez baisser, vous baissez, mais exagérément. À un moment donné, c'est même agaçant de faire des efforts pour vous suivre parce que on doit vraiment tendre l'oreille. Et quand ça devient comme ça, à des moments donnés, on vous laisse continuer toute seule, mais c'est dommage parce que vous avez de très beaux textes. Donc faites très attention à ça et surtout que votre adversaire venait mais vraiment avec une énergie et une voix plus forte. Attention, je ne dis pas que le meilleur débatteur, c'est celui qui crie le plus. Non. Mais je vous dis juste qu'il faut savoir jouer de votre voix, il faut savoir à quel moment vous baissez d'un ton et comment est-ce que vous baissez justement pour permettre à ceux qui vous écoutent de pouvoir suivre jusqu'à la fin. Votre voix vous permettra de captiver l'attention et de la garder jusqu'au bout. Félicitations. Moi, jusqu'à présent, je pense que c'est le meilleur débat qu'on ait eu depuis le début parce que il y a eu de la préparation. Et je peux vous avouer que Junior, parce que je sais pour lui, je sais pas trop pour Modupe, mais ça se voit qu'elle s'est vraiment préparée. Junior s'est énormément préparé. Énormément. Il a bouquiné, il a posé des questions, il m'a relancé à l'excès, il m'a vraiment tensé sur plein de points et je suis très satisfait de la prestation. Vraiment, j'ai rien à dire. C'est très satisfaisant. Ce qui a été fait ici est cohérent et logique. Il y a de l'éloquence et j'allais dire la technicité que tu as pu développer sur la question de l'environnement est telle que l'adversaire n'a pas pu répondre à une seule des objections, à un seul des arguments que tu as fournis. À part deux éléments qu'elle répétait sans cesse, c'était la question des conséquences dramatiques de, de, de la désertification et puis les quelques exemples qui concernent la protection de l'environnement qui, en réalité, ne sont que des sous-effets de la destruction de la couche d'ozone qui est le vrai problème. D'accord? Donc, à aucun moment, elle n'a pu tenir, mais à sa décharge, le débat était hyper équilibré. Pourquoi? Parce qu'elle a joué
l'angle de l'émotionnel. Et elle l'a très bien fait. Et c'est pour ça que moi, au début, j'ai apprécié le fait sa voix était très, très basse au début pour nous obliger à être concentrés. Mais je m'attendais qu'à un autre moment, que sa puissance vocale se développe. Je pensais que c'était voulu. Je pensais qu'au départ, pour contrer la puissance vocale de Junior, elle avait décidé de lui opposer plus de calme, plus de sérénité, même de dramatisation. C'est comme ça que je le ressentais, mais après ça a continué. Et puis bon, tel que la coach Vanessa l'a dit, à un moment, ce n'était plus efficace. C'était devenu contre-productif. D'accord? À un moment, il fallait vraiment euh, donner un peu plus de voix. Les arguments étaient bons, mais ils étaient très limités. Donc, il faut faire de la recherche. Le sujet est hyper technique. D'accord? On ne peut pas s'en sortir avec juste du drama, de la dramatisation. À un moment, il faut avoir des arguments techniques. Il parle du coût. Il parle du refus géopolitique de ces pays pollueurs de s'investir réellement. Et il offre des propositions, des solutions. Alors, on aurait pu attaquer ces solutions. Par exemple, quand il dit qu'il va déployer une armada de juristes qui vont contraindre les États-Unis et la Chine. Bon, notre pays a-t-il vraiment l'expertise pour faire une telle chose? Lorsqu'il dit, par exemple, on va faire de manière transversale ou de manière basique la protection de l'environnement, il vous rejoint quelque part. Vous voyez? Donc, vous n'avez pas vraiment bien écouté ce qu'il a dit pour réagir. D'accord? Mais c'était très bon. L'évolution, elle est nette. Félicitations à tous les deux. J'ai adoré. En fait, quand j'ai choisi de vous donner ce sujet, Modupe, je cherchais à tout prix à vous donner le sujet qui, selon moi, était le plus difficile. C'est pour ça que je ne vous ai pas donné le sujet qui me semblait être le plus facile, qui était le sujet sur les femmes. Et je pense que sur le débat, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Le problème, c'est que le sujet est le plus difficile, donc il fallait creuser, il fallait faire beaucoup de recherches, etc. Je pense qu'en ce qui concerne la recherche, vous avez été prise par le temps, ce n'est pas votre expertise, ce n'est pas votre domaine et tout ça. Mais sur la base de ce que je cherchais en vous donnant ce sujet, vous avez fait ce que vous aviez à faire. En ce qui concerne la question de s'imposer dans un débat, ça, je l'ai remarqué depuis, et c'est une problématique sur laquelle, bon, on aura à se gratter la tête parce que dans le cadre d'un débat sur le podium en finale, il faudra savoir maintenir l'intérêt, il faudra avoir la voix qui porte, etc. Mais en ce qui concerne l'émotion, le jeu de rôle et tout, vous êtes bien comme il faut. Donc, vous me donnez beaucoup de réflexions à faire parce qu'il ne me reste qu'une place en finale. On va voir, je dois encore réfléchir. Merci, cher coach. Et au terme de ce duel, une conviction émerge. Derrière chaque enjeu, qu'il soit collectif ou individuel, écologique ou citoyen, se dessine un visage d'une société qui se veut équilibrée. Entre la justice pour tous et la reconnaissance des différences, entre l'affirmation du je et la force du nous, la réflexion se poursuit et on le retrouve juste après la pub pour le prochain duel. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. L'Assemblée est saisie ce jour du projet de loi intitulé Loi relative à la prééminence des valeurs collectives dans l'éducation citoyenne. Ce texte vise à inscrire dans les programmes scolaires les politiques publiques et les campagnes civiques la priorité de la solidarité, de l'intérêt collectif et de l'engagement communautaire. Nous avons M. Dabla Elikem en faveur du collectif et Atito Comblan, avocat du droit à l'individualité. Le débat est ouvert. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. À 14 ans, William Kankwamba, face à la famine, a construit lui seul une éolienne pour produire de l'électricité pour sauver sa communauté. Ce jour-là, un jeu s'est levé non pour briller, mais pour faire expirer en nous.
Certains y verront un exploit personnel, fruit d'un génie isolé. Mais en vérité, c'est le besoin collectif qui a inspiré l'action individuelle. Ce qui stipule tout simplement que le je peux, et plus encore en cas de nécessité, doit servir le nous. Le je doit s'effacer devant le nous est une vérité que l'époque tente de fuir, mais qu'il est temps d'affronter. Le jeu aujourd'hui trône comme un roi. Il dit « moi d'abord » même quand le navire coule. Mais face à certains enjeux, le jeu n'a plus le droit d'être souverain. Il doit céder, il doit s'effacer. Quand la patrie est en danger, le soldat risque sa vie. Le jeu s'efface devant la nation. Lorsque la pandémie frappe, on instaure le confinement. Le jeu s'efface devant la santé publique. Lorsque un parent, le devoir familial s'impose, le parent se sacrifie, le jeu s'efface devant la famille. Voilà donc où doit prendre tout son sens. Il ne s'agit pas d'un ordre autoritaire, mais d'une nécessité éthique, sociale et humaine. Il s'applique quand le bien commun est en jeu, quand l'intérêt collectif devient vital. Ce que je fais engage l'autre, ce que je refuse affecte l'ensemble, disait le philosophe Emmanuel Levinas. Et c'est bien ce que défend ce projet de loi. Rééduquer au nous à l'école, dans les politiques publiques, dans les campagnes civiques, réapprendre à faire société dans un monde où l'égoïsme s'est fait vertu. La liberté individuelle est précieuse, mais elle s'arrête là où le devoir citoyen, la solidarité active, la construction du commun commence. Cher hémicycle, bonsoir. Citoyennes, citoyens, ce soir, il n'est pas que question de voter une loi. Ce soir, il est question de se demander quel type de citoyens nous voulons avoir dans notre société de demain. Est-ce des citoyens libres, capables de décider par eux-mêmes parce qu'ils auront compris ce pourquoi ils décident, ou des citoyens qui sont juste comme des bénis oui-oui et qui suivent le troupeau même si celui-ci les conduit vers l'abattoir? Je vous laisserai décider de cela. Mais ce que le gouvernement nous demande, c'est d'inculquer à nos enfants, dès le bas âge, la primauté du collectif sur l'individu. Cela semble noble jusque-là. Mais aller jusqu'à dire que le jeu doit s'effacer devant le nous, mesdames, messieurs, c'est criminel. Même Machiavel n'y aurait pas pensé. Voyez-vous, le jeu ne doit pas s'effacer devant le nous. Devant le nous, le jeu doit se reconnaître. Et dans le nous, le jeu doit se reconnaître et non être dissimulé. Voyez-vous, ce mot « doit », D-O-I-T, n'est que la conjugaison du verbe « devoir » au présent de l'indicatif. Et cela suppose une obligation. L'individu est obligé de s'effacer devant le nous. Il n'a pas le choix. Mais la question qu'il faut se poser est celle-ci. Est-ce que tous les nous méritent qu'on s'efface devant eux? Et maintenant, même ici, quand nous parlons de nous, monsieur le ministre Dabla, de quel nous parlons-nous? Qui est réellement caché derrière ce nous? Lorsque vous reviendrez, j'aimerais que vous nous parlez de ce nous. Tout qu'on se fait, l'opposition est fixée. Cette loi est coupable. Il est coupable parce qu'il usurpe les principes même de la liberté individuelle. Coupable parce qu'il falsifie l'idée de la citoyenneté. Coupable parce qu'il compromet l'avenir du vivre ensemble. Voyez-vous, l'acte d'accusation est prêt. Mais avant que ne commence le procès, mesdames et messieurs, écoutons une fois encore, ou du moins, essayons d'écouter le prophète de l'évangile de la sainte majorité parlementaire. Voyez-vous, chers contradicteurs, même votre bouton n'est pas d'accord avec vous. La prochaine fois, veuillez vous mettre d'accord avec votre costume. Mesdames et messieurs, nous vivons à l'ère du jeu roi. On nous répète, pense à toi d'abord. On glorifie l'ambition personnelle, la réussite individuelle, la liberté absolue. Mais à force de hisser le jeu à un piédestal, nous avons oublié le nous à la base. Regardons autour de nous. Des écoles où on forme à la compétition mais pas à la coopération. Des citoyens obsédés par leurs droits mais absents lorsqu'il s'agit des devoirs. Des réseaux sociaux saturés de mise en scène de soi et si pauvres en lien réel. Résultat, isolement, méfiance généralisée, recul de l'engagement, fragilisation du tissu social. Exemple, pendant la pandémie, ceux qui refusaient les gestes barrières au nom de leur liberté individuelle mettaient en danger des vies. Face à la crise écologique, tant que chacun se dira « je fais ma part et basta », nous irons droit dans le mur.
Il faut un effort coordonné, collectif et solidaire. Dans les familles, des parents qui n'assument plus leurs responsabilités, des jeunes centrés sur leurs écrans. Le vivre ensemble commence à la maison et même là, le nous vacille. Le jeu sans le nous, c'est une liberté vide, un ballon gonflé d'ego prêt à exploser comme notre cher contradicteur. Voilà pourquoi cette loi est nécessaire, pas pour imposer un modèle collectiviste, mais pour rééquilibrer une balance cassée, pour rappeler que la liberté ne s'épanouit que dans la solidarité et que l'intérêt personnel sans conscience collective devient une bombe à retardement. Alors la question n'est plus le jeu peut-il s'effacer? La vraie question est dans quel monde voulons-nous vivre? Un monde égaux isolé ou une communauté humaine solidaire? Réfléchissez-y. Réfléchissez-y. Merci. Monsieur Likem Dabla, décidément, vous avez décidé de nous serrer la corde au cou, comme vous-même vous l'êtes fait d'ailleurs. Mesdames et messieurs, nous comprenons très bien que le jeu est important, que le nous également est important. Voyez-vous, les deux sont les faces d'une même pièce. Il n'y a pas de jeu sans nous, il n'y a pas de nous sans jeu. Ce que l'opposition réclame ici, c'est un équilibre. Aller demander à l'individu qu'il est obligé, c'est là que se trouve le problème. L'individu doit s'effacer devant le collectif, cela ne peut pas passer. Savez-vous, cette loi me rappelle Akosiwa. Akosiwa, c'est une jeune fille de 15 ans, une collégienne comme les autres d'ailleurs. Chaque soir, quand elle rentre de l'école, son oncle Kodjo vient lui rendre visite. Et quand Kodjo lui rend visite, ce n'est pas pour lui chanter des berceuses, non. Quand M. Kodjo lui rend visite, M. Kodjo, ne pouvant pas maîtriser sa libido, lui fait des attouchements sexuels. Cela a commencé par de petites caresses et les actes ont demandé pour commencer par devenir plus brutal. Et Akosiwa, fatigué, n'a trouvé refuge que c'est sa mère. Ce que sa mère lui a répondu est étonnant. Ma fille, tu sais, il faut penser d'abord au collectif. Parce que ton oncle, c'est lui qui subvient souvent aux besoins de la famille. Si tu le dénonces, tu salis le nom de la famille. Voyez-vous? Ma fille, efface-toi. Le jeu doit s'effacer devant le nous. Le jeu doit s'effacer devant le nous. Et Akosiwa s'est effacé. Chaque soir, Akosiwa s'est effacé devant le regard criminel de sa mère, devant le regard criminel de la famille jusqu'au ce soir du 4 septembre 2024, où elle s'est donné la mort dans les toilettes. Monsieur le ministre Dabla, c'est ce que vous voulez que nous apprenions à nos enfants? C'est ce que vous voulez que nous mettons dans nos politiques? Comme il n'y a pas de jeu sans nous, comme vous le dites, il n'y aura jamais de nous sans jeu. Vous nous avez donné l'exemple de Kakwamba, mais s'il ne voulait pas lui-même éclairer sa maison, comment voudra-t-il éclairer la maison des autres? Chef de file, le doigt ici signifie nécessité. Et dans des cas précis, je l'ai déjà cité. On nous accuse à tort, vous nous accusez à tort de vouloir effacer l'individu. Vous nous accusez à tort de vouloir imposer un nous qui nivelle, qui écrase. Mais c'est tout l'inverse. Le nous n'est pas un ennemi du jeu. Il en est la condition d'épanouissement. Un individu centré uniquement sur lui-même est vulnérable. Il se croit libre, mais il est seul. Il confond autonomie et isolement, liberté et indifférence. Le nous n'étouffe pas la liberté. Il l'encadre, il la rend féconde, il la relie au monde. Par exemple, au Burkina Faso, l'initiative Faso Mebo a mobilisé chaque fin de semaine des jeunes volontaires pour bâtir routes et infrastructures. Ce n'est pas une obligation légale, mais c'est un choix collectif, une affirmation civique. Faso Mebo nous montre qu'il est possible de faire aimer le collectif. Mais faut-il attendre que cette prise de conscience vienne de manière aléatoire ou devons-nous, en tant qu'État, créer les conditions où chacun apprend à penser au-delà de sa propre personne? Voilà pourquoi nous disons que le jeu doit s'effacer devant le nous, dans les espaces éducatifs, publics, institutionnels, par nécessité. Au Rwanda, l'Omuganda mobilise chaque dernier samedi du mois les citoyens pour construire les routes, les foyers, les écoles. Là, c'est une contrainte légale, certes, mais aussi une école de citoyenneté par l'action. Là-bas, le jeu s'efface non par répression, mais par sens du commun, du bien commun. Résultat, un esprit de solidarité, une conscience civique ancrée dans le quotidien.
Nous voulons former des individus conscients de leur propre pouvoir d'agir au service du collectif. Ce projet de loi n'impose pas un moule, mais il propose une vision. Monsieur Elikem Zabla, je ne sais pas où vous avez fait votre école primaire, mais le mot doit, j'ai cherché partout, je n'ai trouvé que le verbe devoir conjugué au présent de l'indicatif. Et cela signifie obligation. Et même le problème n'est pas une question de si le nous est nécessaire ou pas. Le collectif est important. Chaque individu doit penser au collectif. Puisque s'il n'y a pas un père et une mère, il n'y a pas un enfant, l'individu ne peut exister sans le collectif. Là, nous l'entendons bien. Mais là où se trouve le problème, c'est dans la formulation de cette loi. Nous ne pouvons accepter qu'on vote une loi qui demande d'être obligé. Voyez-vous, c'est à cause de ces genres de lois que des artistes, que des penseurs, que des rêveurs ont été emprisonnés parce qu'ils parlaient trop et cela dérangeait le collectif, le soi-disant collectif. C'est à cause des lois comme celle-ci que lorsque la population a faim et qu'elle décide de rentrer dans les rues pour manifester, elle est molestée, frappée, elle est muselée, enfermée dans les prisons. Je ne donnerai pas plus d'exemples. Mesdames et messieurs, l'histoire nous a donné assez de leçons sur les régimes qui pensent que l'individu ne vaut rien, que le collectif vaut tout. De la Chine maoïste jusqu'à l'URSS soviétique, nous avons compris que la soumission au collectivisme n'amène à rien d'autre que la dérive autoritaire, n'amène à rien d'autre qu'au contrôle idéologique. Demain, qu'est-ce que vous allez nous dire? Parce que, en y réfléchissant, je me demande si cette loi n'a pas pour but d'effacer l'opposition. Oui, monsieur le ministre, je pense que vous voulez nous effacer, puisque vous avez jusqu'à 108 voix sur les 113. Si vous décidez aujourd'hui en tant que collectif que nous devons nous effacer, il faut que nous nous effaçons, c'est ça? Cela ne peut pas passer. Et c'est pour cela que le collectivisme ne doit pas être imposé. Nous devons accompagner les enfants, accompagner la population à comprendre que dans le nous, ils retrouvent leur intérêt. Et lorsque la population a l'esprit critique, il ne s'efface pas devant tous les nous, mais il s'efface que devant le nous dans lequel il trouve son intérêt. L'opposition a soulevé une inquiétude légitime. Et si ce projet de loi n'était qu'un collectivisme masqué, une menace pour l'autonomie individuelle? Je les entends. Mais je vous réponds, monsieur le contradicteur, que ce texte ne vient pas imposer un nous autoritaire. Il vient réparer un nous disparu. La prochaine fois, buvez de l'eau et prenez le temps de m'écouter. Le vrai danger, ce n'est pas le collectif, mais c'est l'excès de l'individuel. Nous avons poussé le jeu à un tel point de démesure que nous avons désappris à coopérer, que nous avons désinvesti la vie civique, que nous avons confondu liberté avec déconnexion. Ce que nous voulons restaurer, c'est le sens de l'appartenance. Le projet de loi ne supprime pas le jeu. Il l'encadre, il le responsabilise. Ce texte ne dit pas « efface-toi entièrement ». Il dit « souviens-toi que tu n'es pas seul. Apprends à vivre avec les autres, pour les autres et parfois malgré toi ». La nuance est fondamentale. Ce n'est pas une loi de soumission, c'est une loi de maturation citoyenne. Le projet ne uniformise pas, il unifie. L'opposition craint que nous formions des clowns, des automates, des êtres désindividualisés. Mais l'unité n'est pas la conformité. Ce que nous défendons, c'est une diversité qui coopère, pas une obéissance aveugle. Le nous que nous voulons, c'est un orchestre. Chaque individu y joue sa note, mais personne ne joue pour lui seul. Ce projet de loi ne s'oppose pas à l'individu. Il l'invite à se dépasser. Il fait une place au jeu dans le nous, pas dehors. Au lieu d'alimenter la méfiance, unissons nos voix. Oui à une éducation au vivre ensemble, oui à une conscience du bien commun. Monsieur le ministre, comme vous semblez ne pas le comprendre, je vais vous le rappeler encore. Le problème n'est pas ce que vous expliquez. Le problème se trouve dans la formulation de votre loi. Si nous acceptons une telle loi, qu'est-ce que cela peut devenir demain? Qui peut se cacher derrière ce nous? C'est de ça que nous parlons, monsieur le ministre. Nous l'acceptons bien. Le jeu, c'est la pièce maîtresse du nous. Et que le jeu ne peut pas vivre sans nous. C'est bien, on est bien d'accord. Mais n'oubliez pas que la manière dont cette loi est formulée, elle peut conduire le jeu progressivement à se supprimer.
Un proverbe africain le dit d'ailleurs, c'est lorsque chaque habitant du village balaye devant sa case que le village est propre. Ce qui veut dire que il faut que dans chaque intérêt collectif, l'individu trouve son intérêt. Si l'individu ne trouve pas son intérêt, il ne verra pas l'opportunité, l'importance d'adhérer à ce nous. Et c'est pour cela qu'au lieu d'imposer, au lieu de dire doit, disons plutôt peut, mais parfois ne doit pas. Souvenons-nous de certains individus, comme vous l'avez annoncé d'ailleurs, celui qui a inventé la mécanique pour l'électricité dans son village. Mais si celui-ci n'avait pas besoin pour lui-même de l'électricité, est-ce que vous pensez qu'il irait chercher l'électricité pour le village? L'intérêt collectif commence d'abord par l'intérêt individuel. C'est pourquoi il faut protéger l'intérêt individuel. Et cette loi, monsieur Elikam, je suis désolé, ne protège pas l'intérêt individuel. Effacer le jeu n'est pas la solution. Et cette loi vise à effacer le jeu. Mais le moment est venu pour que nous puissions enfin ouvrir les yeux, pour que nous changeons de paradigme, pour que nous trouvions une nouvelle reformulation à cette loi, une reformulation selon laquelle on peut apprendre aux enfants l'esprit critique, pour que ces enfants, au lieu de suivre bêtement parce qu'on leur a dit qu'il faut s'effacer, qu'ils puissent comprendre que ce que nous voulons, c'est qu'ils discernent ce qui est bien de ce qui est mal, puisque tous les nous ne méritent pas qu'on s'efface devant eux. C'est contradicteur. Décidément, vous avez décidé de ne pas m'écouter parce que je crois bien jusqu'ici que j'ai été clair dans mes propos. Mesdames et messieurs, chers collègues, ce dont il s'agit ici, ce n'est pas un simple ajustement technique, ce n'est pas une réforme de plus, c'est une direction, une boussole, un cap. Dans un monde fracturé, je le dis bien, par les replis, tiraillés par l'individualisme et affaiblis par l'indifférence, nous avons donc le devoir de faire un choix, soit celui de la dispersion des jeux, soit celui de la construction des nous. Le projet de loi que nous défendons aujourd'hui vise précisément à inscrire dans l'éducation citoyenne à travers des programmes scolaires, les politiques publiques et les campagnes civiques, la priorité des valeurs collectives, comme la solidarité, l'intérêt général, l'engagement communautaire. Une démocratie ne vit pas seulement de lois, mais de liens. Elle vit de citoyens éduqués à coopérer, à comprendre que leur liberté ne vaut que si elle sert un avenir commun. Ce texte ne contraint pas, il oriente, il ne bride pas, il élève, il pose un socle pour les générations à venir, un socle de responsabilité, d'altruisme, d'appartenance à quelque chose de plus grand que soi. Voilà pourquoi nous disons que le jeu doit s'effacer devant le nous. Non pas toujours, non pas partout, mais là où le destin collectif l'exige. C'est un choix de société, un choix de civilisation. Et aujourd'hui, nous vous appelons à voter en faveur de cette loi, non seulement pour ce qu'elle contient, mais pour ce qu'elle signifie. Une république de citoyens solidaires, conscients et engagés. Une république où le jeu ne s'oppose pas au nous, mais s'y inscrit avec dignité. Merci beaucoup. Monsieur le ministre Dabra, on dirait que vous faites semblant. Hein? Comment vous pouvez écrire sur les feuilles ne doit s'effacer est venu défendre autre chose? Pourquoi ne pas ajouter tout ce que vous dites là à la loi? Il n'y aurait même pas de débat aujourd'hui. Et c'est pour cela que depuis le début de ce débat, je vous disais que c'est qu'un stratagème. Des gens qui écrivent quelque chose et viennent dire autre chose. Que voulez-vous que nous pensons? Monsieur le ministre, notre position est la même. Cette loi telle qu'elle est écrite est coupable et reste coupable. Elle est coupable d'abord parce qu'elle viole un principe fondamental, celui de la liberté individuelle, tel que consacré dans l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui affirme que toute personne a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Du moment où le collectif doit imposer à l'individu de s'effacer, mesdames et messieurs, cette loi n'est plus respectée. Deuxièmement, cette loi est un ennemi de la citoyenneté. Parce que si nous voulons apprendre la citoyenneté, ce n'est pas en utilisant le droit, ce n'est pas en utilisant le conformisme imposé, mais c'est en accompagnant, mais c'est en expliquant à la population quel est le bien fondé, quel est leur intérêt dans l'intérêt du nous. Et enfin, cette loi est une menace pour le vivre ensemble. Parce qu'une société qui demande à certains individus de s'effacer va entraîner plus tard de l'exclusion et de la stigmatisation. Et ça, ce n'est pas bien pour le vivre ensemble. Ce que nous proposons, c'est que vous reformulez tout simplement cette loi. Il n'y aurait plus de débat. Reformuler cette loi. Nous proposons plutôt
d'inscrire dans nos programmes scolaires ce que nous appelons un parcours de citoyenneté prêt. Dans ce parcours-là, nous apprendrons aux élèves à étudier aussi des cas de personnes qui ont pu articuler collectivité et individualité sans les déséquilibrer. Je veux parler là de Nelson Mandela, de Simone Veil, de Rosa Parks, des gens qui se sont levés contre le collectif sans pour autant le briser. Il faut qu'ils apprennent cela aussi, qu'on leur apprenne l'esprit critique, qu'on les amène à décider par eux-mêmes s'ils doivent suivre ou non le collectif, et non une loi qui leur dit « suivez le collectif, suivez le collectif ». Merci. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Chers duellistes, merci pour ce débat. Et très cher coach, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vais démarrer par coach Mouammar. C'est peut-être parce que j'ai regardé plusieurs débats. Lorsque je suis arrivé à l'étape de votre débat, je me suis senti un peu fatigué, épuisé. C'est-à-dire que franchement, je trouvais que même cette histoire de je qui vient, nous, à un moment donné, ça m'a un peu irrité. De quel nous parlons-nous? C'est devenu très répétitif et cacophonique. Tout le débat, c'est le débat sur l'individu versus le collectif. On peut rendre ça beaucoup plus fluide au lieu de cette répétition de cette histoire. À un moment donné, c'était devenu enfantin. Mais c'est un débat sérieux. Et je pense que pour un débat de ce genre, on aurait pu vraiment retourner vers les lois. Quelle était l'idée derrière la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'individu au sein de la société, le rôle de la société dans le progrès, tout ça. Quelque chose de bien supérieur à cette histoire de je, nous, qui revenait et puis qui m'a irrité, fatigué, épuisé. Et si je parle beaucoup plus, ça va encore m'épuiser davantage, donc je m'en tiens à ça. Coach Vanessa? Elikem, Mathias. Moi, par contre, j'ai aimé vous écouter tous les deux. Mathias qui a eu de belles répliques. C'était à la fois drôle, mais voilà, c'était intéressant. J'ai bien aimé. À un moment, par contre, Elikem, j'ai voulu t'arrêter de te demander quelle pandémie. Parce qu'on a entendu pendant la pandémie, et puis on n'a rien entendu sur la pandémie. On est allé à confinement directement. C'était pendant quelle pandémie? Donc il faut faire attention à ces détails-là. Je n'ai pas grand-chose à vous dire non plus, à part félicitations tous les deux. Coach Raïl? Félicitations Junior et Mathias. Et surtout félicitations à Mathias parce que toi et moi, on sait pourquoi je te dis félicitations pour cet après-midi parce que c'était pas vraiment évident d'avoir ce texte que tu nous as fourni cet après-midi. Pour ça, je te tire chapeau. J'ai adoré votre énergie à vous deux du début jusqu'à la fin. C'était intéressant. Et j'ai réellement adoré la réplique sur le bouton de veste. C'était très proactif et c'était très beau à entendre et j'ai réellement apprécié. Maintenant, là où j'attendais Junior, c'est la définition. Tu n'as pas vraiment défini le doigt et tu t'es rendu compte qu'à chaque fois que Mathias venait, il te disait que le doigt, c'est tel, 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 tel. Et aussi, tu as posé une question sur laquelle tu n'es pas vraiment revenu. C'est de quel mot on parle finalement. Parce que lui, dans sa compréhension, il a dit à un moment donné, devant quel nous est-ce qu'on s'efface? Est-ce qu'on doit s'effacer devant tous les nous? Tu n'as pas pu répondre à cette question malheureusement. Mais au-delà de ça, c'était bien, il y avait de l'enthousiasme, il y avait de l'énergie. Félicitations à vous deux. Merci. Coach Cyril? Alors moi, j'apprécie beaucoup vos sapes. Vous êtes très élégants. C'est très beau. Je reste persuadé que le gouvernement doit clairement indiquer le projet de loi qu'il porte, la mesure politique qu'il porte, pour permettre un vrai débat. J'en suis persuadé. Et votre débat illustre encore une fois que je n'ai pas tort. Parce que ce n'est pas à la fin que vous allez lui dire de quoi il s'agit. Pour qu'il puisse intervenir efficacement, dès l'intro, il faut lui dire de quelle loi, quel est le contenu ou quels sont les axes principaux. Et deuxième intervention, on renforce l'explication de la loi, les arguments qu'on a, etc. La motion, c'est l'esprit
qui sous-tend la loi, le projet de loi. Ce n'est pas la loi, c'est l'esprit de la loi. C'est ça qu'on veut expliquer. La loi que l'on propose au niveau du Parlement, elle est soutenue par une idée forte. C'est ça la motion qui est là. D'accord? Donc, s'il vous plaît, à l'avenir, tenez en compte. Sinon, on aboutit à des débats dans lesquels l'opposition est désarmée et doit intervenir sur du néant. Vous voyez? Vous intervenez sur du néant en vous basant sur ce que vous ne savez pas. D'accord? Au niveau philosophique, vraiment, les arguments que vous avez développés tous les deux sont pertinents, ils se tiennent. Mais au niveau de l'action gouvernementale, c'est à la fin qu'on a découvert ce qu'ils veulent faire. Et donc, c'est comme une perte de temps à chaque fois. Et donc, le fait de dire que vous avez 108 voix sur 113 vous dessert en réalité. Hein. Parce que à la limite, ils peuvent même ne pas argumenter, quoi. Ils- Oui, ça va passer. D'accord? Donc, ça ne vous aide pas de dire ça. Sauf s'il y avait une argumentation derrière. Sinon, dit comme ça seulement, ça ne vous aide pas. Parce qu'on se dit, mais pourquoi même il y a débat? Les gars, ils vont faire passer la loi les doigts dans le nez, comme on dit, quoi. Vous voyez? Euh, Quelque part, et c'est la dernière chose que je vais dire, finalement, vous vous êtes rejoints. Quand on vous écoute bien, pourquoi? Parce que Junior dit, le jeu doit s'effacer, non pas toujours, non pas partout. Ce qui- ce qu'il est en train de dire. Et lui, il dit, le jeu s'efface devant le nous lorsqu'il trouve son intérêt. Donc finalement, vous êtes rejoints. Vous voyez? Et donc, vous vous êtes tiré une balle dans le pied réciproquement. C'est ça qui est quand même très éthique et très juste. Félicitations à vous deux. Eh bien, mesdames et messieurs, les duels sont terminés et alors que s'efface l'écho des débats passionnés, rappelons-nous que chaque voix exprimée ce soir a façonné le paysage de notre réflexion collective. On n'oublie pas que le véritable défi, celui que nous relevons ensemble, c'est de conjuguer nos différences en une harmonie où chacune et chacun trouve sa place. En parlant de place d'ailleurs, qui sera à la finale? Eh bien, nous le découvrirons dans la suite des Jours de Val francophones. À la prochaine.